Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence. Avant de commencer, simplement, permettez-moi d'avoir une pensée pour Edgar Morin, qui était un grand ami de cette maison, qui l'an dernier, par vidéo interposée, était présent avec nous lors de la réception annuelle que nous organisons pour le lancement du forum. Donc il nous a quittés hier soir. Donc, nous avons une pensée pour lui et pour sa femme, Saba. Je crois que certains organiseront un hommage qui aura lieu ici dans les jours et semaines qui viennent à la maison, mais nous pensons très fort à ses proches. Merci. Deuxièmement, pour vous dire que vous n'avez pas de chance, parce que celui qui a tout organisé pour cette table ronde et qui devait donc l'animer, Christophe Ventura, est actuellement en déplacement en Argentine. Donc il m'a confié le soin de le faire à sa place, donc ça va être moins bien fait. Pourquoi ? Parce que déjà les Caraïbes, on ne sait déjà pas si on doit appeler ça la Caraïbe ou les Caraïbes, ça vous dit déjà le niveau de complexité. Et ensuite, on a eu aussi une petite complexité, technique et administrative, puisque comme l'année dernière, la table ronde sur les Caraïbes a été enregistrée par Marie-France Chatin dans son programme à RFI géopolitique, mais comme elle ne pouvait pas le faire aujourd'hui, elle l'a fait déjà. Donc Laura et Jacqueline étaient présents jeudi matin dans les studios de RFI pour une émission que vous pourrez voir si vous le souhaitez demain à 19h10 dans le cadre du programme géopolitique et à partir de la matinée et pendant longtemps en podcast de RFI. Donc on remercie aussi Marie-France Chatin pour cela. Donc c'est une table ronde qui se fait finalement à géométrie variable. Alors ce matin, donc nous avons, je vais les citer dans l'ordre de leurs interventions, comme ça situe. Donc Laura Facias, ancienne ambassadrice de la République dominicaine en France, représentant la fondation Funglode, qui nous a beaucoup aidé pour notamment permettre la venue de Jacqueline. Laura est sociologue, connaissez bien, je crois aussi, Edgar. Elle nous fera une présentation un petit peu globale du contexte dans lequel se trouve aujourd'hui la Caraïbe, entre la situation intérieure de beaucoup de pays qui sont dans une situation très difficile et les pressions extérieures. En gros, c'est ce qu'indique le titre, la Caraïbe dans le nouveau contexte géopolitique et international. Ensuite, nous aurons une intervention de Jacqueline Laguardia, qui est une économiste et spécialiste des relations internationales, qui enseigne à l'université de West Indies à Trinidad, qui est de nationalité cubaine, donc qui a déjà 2 postes d'observation très importants dans les Caraïbes. Et le troisième, c'est Yvan Ogando, qui n'a pas pu venir à la dernière minute, mais donc qui va être avec nous en ligne, ambassadeur, un grand spécialiste de la Caraïbe, qui a été le directeur régional de la Flaxo pour les Caraïbes. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu les dispositifs de recherche en Amérique latine, ils savent que la Flaxo est un acteur majeur. Et pour terminer à la table ronde, nous avons la présence de la sénatrice Hélène Conway-Mouret, qui a été ministre des Français de l'étranger il y a quelques années, et qui préside le groupe Caraïbes au Sénat. Je passe la parole à Laura, qui sait que je serai intraitable sur le temps, donc c'est parti pour 10 minutes. Et merci Jean-Marc, et je suis très contente qu'on regarde aujourd'hui la Caraïbe, parce que la Caraïbe se perd dans l'Amérique latine, et c'est une réalité très particulière et spécifique qui aujourd'hui est au centre de la géopolitique de Donald Trump et des États-Unis. Et je vais partir avec quelques réflexions générales sur le contexte géopolitique et global et de fixer quelques points sur les stratégies de sécurité nationale des États-Unis pour aborder la Caraïbe et les 2 grandes opérations qui sont en place, que la opération Lanza del Sur y la operación El Escudo de las Américas, le bouclier des Amériques, y faire quelques observations sur la signification de cette présence, de cette nouvelle présence des États-Unis dans la région, dans la fracture et les pressions qu'ont nos gouvernements dans les Caraïbes. Et je pense que dans le contexte géopolitique et mondial en ébullition, marqué par forte tension internationale et déjà fragilisé par l'invasion russe en Ukraine et par la guerre israélienne à Gaza, qui ont changé la réflexion et la grammaire de penser l'international à partir de la fin, de toutes ces réflexions sur la fin de l'ordre créé après à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, la crise renouvelée du multilatéralisme et l'arrivée de Donald Trump
marque un point d'inflexion, une reconfiguration de l'ordre international sur nouvelle base. Il y a un avant et un après. L'avenir, on n'est pas sûr qu'est-ce qui va se passer. Et il est important de souligner que cette arrivée de Donald Trump est dans cette marque des changements sur la forme et le contenu de la diplomatie et des relations entre États. Et aussi, dans cette reconfiguration, les Caraïbes est au centre de la nouvelle politique états-unienne. Et des premières actions de son arrivée à la Casa-Blanca, on voit les changements. Il y a une brutalité, la menace fait partie de l'agenda internationale et le respect dans les États et le traitement des partenaires, je pense particulièrement à l'Europe, le traitement à l'Europe dans les stratégies de sécurité, c'est quelque chose de méprisant. Et comment la peur, je sais pas, la crainte en français, fait partie de l'analyse des relations internationales, dans ces relations qui est devenue, qui a laissé la place à la dimension multilatérale et des États-Unis comme contact, comme architecte d'un ordre mondial, pour se centrer dans les intérêts particuliers des États-Unis. Et je pense qu'à part cette vision d'une diplomatie coercitive et transactionnelle, tu me donnes, je te donne, la politique tarifaire exprime très bien. Tu n'es pas d'accord, c'est 25%, non, c'est 50%. Et on a vécu ça. Et je pense que le principal changement de fond, de mon point de vue, est qu'il y a le passage d'une mission mondialiste qu'avaient les États-Unis comme architecte d'un ordre mondial sous son leadership, mais où il y avait les valeurs démocratiques comme fondement, à une politique recentrée sur les intérêts nationaux et vitaux des États-Unis, comme critère de définir la position des États-Unis dans le monde. Il y a une remise en question du droit international en tant que mécanisme de régulation de la relation entre les États. Le recours à la force est imposé et justifié en fonction des intérêts des États-Unis. On observe aussi la critique frontale et la coupure de fond, la critique frontale au multilatéralisme et aux Nations Unies qui sont pratiquement moins dans le scénario international. Il y a tous les exemples qu'on disait qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui la libération de 1500 inculpés pour l'assaut du Capitole, la confrontation avec la justice, la critique et les affrontements avec la Colombie, le Mexique, et les combats contre l'axe du mal que c'est Venezuela, Cuba et Nicaragua, comme partie de la politique étrangère et des mesures. Je pense qu'il faut signaler la signification de la coupure des fonds pour l'USAID, pour la coopération, pour les changements, la sortie de la COP21, etc., qui met en question tous ces projets, on s'est aperçu l'importance des États-Unis dans ces scénarios. Tous ces éléments sont bien emboîtés, ce que est la stratégie de sécurité des États-Unis de 2025, que c'est la feuille de route de la politique extérieure et de la politique interne des États-Unis. Et cette stratégie est centrée sur un repli à l'hémisphère occidental, et cet hémisphère occidental, c'est surtout l'Amérique et son domaine d'influence, dont la Caraïbe centrale, mais aussi il y a les pays de l'Amérique latine, et c'est ce qui constitue le continent pour lui américain. Et cette repli sur soi a comme axe la sécurité militaire, technologique, énergétique et l'accès aux matières premières et chaînes de suministro, cadenas de suministro des États-Unis. Et le corollaire Trump, qui caractérise ces politiques, met dans le cadre de cette repli à l'hémisphère occidental des États-Unis comme priorité nationale et internationale
la lutte contre le narcotrafic, appelé maintenant narcoterrorisme, avec le narcotrafic et la migration illégale, et il réaffirme les droits des États-Unis d'intervenir dans tout pays qui atteigne la souveraineté américaine ou qui met en question la sécurité nord-américaine des États-Unis. Et c'est dans ce cadre de la mise en danger de la sécurité qui est ça, que s'est mis cette position. Et il y a un retour à la politique d'air d'influence, de contenir la Chine et d'autres puissances du monde multipolaire dans les domaines, dans l'hémisphère occidental, et contrôle des flux migratoires et des narcotrafic. Dans ce centre, les Caraïbes est au centre, je vais accélérer un peu, Caraïbes est au centre de cette stratégie, qui s'exprimait dans les Caraïbes comme priorité par visite du premier jour presque des émissaires américains. Les secrétaires d'État étaient en plusieurs fois en République dominicaine. Le président a été reçu aussi pour Donald Trump et les autorités américaines. Et on voit la recherche d'alliances, envie de pouvoir mettre en place des opérations militaires contre Venezuela et Cuba, combinées avec la lutte avec le narcotrafic et la migration illégale. Et je voudrais mettre en valeur que, indépendamment de que la Caraïbe a été toujours l'arrière-cour des États-Unis et que la doctrine Monroe, que c'est la base des corollaires et Monroe de Donald Trump, a été mise en place pour mettre pour contrer la présence des puissances européennes à la fin au XIXe siècle. La présence de cette corollaire Trump centre une nouvelle pression sur les pays des Caraïbes qu'on n'avait pas connu depuis un bon moment, parce que les Caraïbes n'étaient pas au centre des intérêts stratégiques des États-Unis, rappelons-nous de l'Irak, rappelons-nous d'Afghanistan. Mais aujourd'hui, nous, on est au centre. Et dans le cadre de ce centre, je voudrais parler, il y a des opérations qui sont importantes. L'opération Lanza del Sur, qui a impliqué une remilitarisation de la zone des Caraïbes, et l'ouverture des bases militaires à Puerto Rico, où il y a 10 ou 15 000 soldats américains. L'utilisation des ports, des aéroports, des eaux territoriales de la République dominicaine pour assurer une partie de la logistique contre le Venezuela et la politique contre Cuba, parce que on sert comme point de la logistique. Ça a été extensif à Trinidad, Tobago, à la Guyana et d'autres îles des îles des Caraïbes. Et au nom du narcoterrorisme, on a bombardé des lanches, des navires soi-disant des narcotrafiquants, et sans consultation avec les pays. Et on vit dans ce cadre de cette opération des fractures importantes au sein des Caraïbes et des fractures internes dans les pays. Dans le cas de mon pays, qui avait une tradition anti-impérialiste historique après 1965. Donc, dans les moments où Peña Gómez, un de notre grand leader historique, s'est rapproché à Washington, il y a eu toujours la défense d'une certaine souveraineté nationale, tenant compte que l'adversaire c'est fort. Aujourd'hui, tout ça s'est perdu. Et ce qui est difficile à vivre, c'est le silence complice qui traverse une grande partie de la société dominicaine, mais la société des Caraïbes. En général, Trinidad, Tobago, on ne parlait pas, on ne se met pas d'accord. L'autre opération, pour finir, c'est l'opération des boucliers d'Amérique, où il y a une alliance militaire pour contrer le narcoterrorisme et la migration illégale, dans laquelle la République dominicaine, avec grande surprise, vient de signer un accord pour être pays de réception, pour recevoir les déportés en transit vers leur pays. Mais ces déportés, ça peut être des pères de famille, des pères de famille, mais aussi des gens liés au crime organisé,
sachant que les narcotrafiquants plus durs ont comme destination El Salvador du président Bukele. Et je pense qu'il faudrait voir l'agression à Cuba, que c'est un phénomène dont Jacqueline va parler un peu, comment ça s'est renforcé cette agression. Et les grands oubliés, c'est Haïti, qu'on attendait peut-être, il y a une présence pour renforcer une transition politique en Haïti. Haïti ne fait pas présence d'intérêt. Et les deux opérations des soldats kenyans et maintenant une nouvelle opération on est en train de mettre en place, je pense que c'est sous la pression du gouvernement dominicain en échange, pour un support, parce que la situation d'Haïti est de grande préoccupation pour la République dominicaine, pour la situation. Et je voudrais laisser avec vous que cette militarisation des Caraïbes, je ne pense pas que ça va finir, que l'avenir de Cuba, c'est incertain, que la séquestration de capture de Maduro peut se répéter dans d'autres pays si ça ne me convient pas, et qu'aujourd'hui on est dans un moment de division interne qui empêche des positions unitaires dans la région. Il y a une fragmentation régionale et des alliances qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. Merci. Donc je vais passer la parole à Yvan Ogando, mais auparavant j'avais oublié évidemment signaler la présence amicale, et vraiment merci beaucoup aux ambassadeurs d'Haïti, de la République dominicaine d'être avec nous ce matin, et également une représentante de l'ambassade de Cuba. Donc nous avons les trois ambassades, voilà, les trois ambassades caribéennes présentes à Paris qui sont représentées ce matin. Merci beaucoup à tous les trois. Bonjour, ya quiero agradecer la invitación a participar y los esfuerzos para por lo menos poder participar de manera remota. Mi presentación es básicamente, el propósito es compartir una visión, conversar sobre la visión panorámica acerca de los aspectos más relevantes de los países del Caribe insular. Básicamente, porque debemos tener una perspectiva, un conocimiento de cómo es la conformación del Caribe insular para poder entender mejor la coyuntura regional que estos países enfrentan en la actualidad. Entonces, yo me voy a enfocar precisamente, en la región del Caribe, en la región insular del Caribe, donde hay varios conceptos que podemos utilizar para definir esta región. Primero, un concepto, una perspectiva histórico-cultural que está definida por lo que fue la relación metrópoli-colonia, y en ese contexto tenemos el Caribe español, el Caribe francés, el Caribe holandés y el Caribe inglés. El Caribe español, constituido obviamente por Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, el francés Haití, como Martinica y Guadalupe, pero son parte de Francia, y el Caribe holandés, que son parte del reino de los Países Bajos, Curazao, Aruba, Bonaire. Y tenemos la gran mayoría de los países que constituyen algunas de las islas más pequeñas, el Caribe inglés, que son todos miembros de la Mancomunidad Británica y que abarca 14 países que están agrupados bajo la Comunidad del Caribe, que creo que Jacqueline hablará más en específico en eso. También en el contexto del Caribe podemos definir el Caribe o enfocar el Caribe desde el punto de vista político, países independientes o territorios independientes. Para fines de esta presentación nos vamos a enfocar en los aspectos de los países insulares independientes. También está la visión geopolítica del Caribe, y esta visión geopolítica del Caribe viene dada específicamente por la vinculación con Estados Unidos, sobre todo a partir de la construcción del Canal de Panamá a principios del siglo XX, que redefinió lo que era el área de influencia de Estados Unidos en todo el Caribe, que con ello implicó incluso la compra del Caribe danés, que hoy día son las Islas Vírgenes americanas de Estados Unidos. Y también implicó invasiones a Haití, a República Dominicana, como parte de una política de seguridad de la cuenca del Caribe en función del Canal de Panamá.
Y también esta visión geopolítica se redefinió en los años 80 bajo el gobierno de Ronald Reagan, con lo que fue la iniciativa de la Cuenca del Caribe también, que fue una iniciativa específica para el Caribe de parte de la política de Estados Unidos. Y como hablé anteriormente, bueno, el Caribe insular, Caribe continental, que abarca toda Centroamérica, y el Gran Caribe, que se define desde México hasta Surinam. En la geografía política del Caribe insular también hay grandes diferencias. Está isla-estado, una isla, un estado, Barbados, Dominica, Santa Lucía. Hay también isla biestatal, como Haití, República Dominicana, una isla, 2 estados. Hay estados biinsulares, como Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, San Kitts y Nevis, un estado conformado por 2 islas. Estados archipelágicos, como son Bahamas, San Vicente y las Granadinas, Cuba también, y hay archipiélagos compartidos, como son las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y las Islas Vírgenes Británicas, y hay islas independientes, o parte de la metrópoli, como Martinica, Guadalupe y Montserrat en el caso de Reino Unido. Y también está la condición de territorio libre asociado, que es Puerto Rico. Como vemos, los países que conforman el Caribe están unidos en un mismo espacio geográfico, pero al mismo tiempo separados por una dispersión insular que en gran medida ha convertido este espacio en uno de los más heterogéneos del mundo en cuanto a su diversidad cultural, lingüística, histórica, política y económica. En términos generales, esta dicotomía entre relativa unidad geográfica y separación a lo largo de la historia ha marcado las relaciones intra- y extrarregionales de los estados insulares de la región. Y por eso si bien hay muchos aspectos específicos compartidos, cuando hablamos del Caribe, debemos siempre tener presente las especificidades que se salen del contexto general, y eso lo veremos un poco más adelante. También regresando, bueno, como dije, los países de las islas del Caribe, de los estados independientes, hay una gran heterogeneidad, hay territorios grandes, islas grandes, una población de 11 millones, 12 millones en el caso de Cuba, y poblaciones que no llegan a las 100.000 habitantes, como es el caso de Antigua y Barbuda. Entonces, la región es un calidoscopio regional caracterizado por la multiplicidad de factores, el multilingüismo, la multietnicidad, multiculturalismo, y como dije, es una compleja diversidad. Hay una compleja diversidad política que condiciona las diferentes modalidades de vinculación intra- y extrarregionales, que históricamente ha hecho muy difícil la búsqueda o la consecución de una unidad en el Caribe. Pero podemos tener aspectos generales comunes. El Caribe insular incluye el grupo de las economías más pequeñas del hemisferio, con la excepción a lo mejor de Cuba y República Dominicana. Hay una gran asimetría económica entre estas islas por el tamaño de mercado, como dije, algunas con 11 millones, 12 millones de habitantes y otras que no llegan a 100.000 habitantes. Son países pequeños pero con creciente población, lo que implica una presión en los servicios sociales, una creciente presión en los servicios sociales. La insularidad del Caribe implica también un reto en términos de los elevados costos de transporte, y ello también ha condicionado una baja conectividad intrarregional. Hay islas del Caribe, la mayoría de las islas del Caribe tienen una mejor conectividad hacia el exterior, extrarregional, que intrarregional. La conectividad intrarregional es escasa y cara. Todas estas economías tienen un alto grado de apertura, y esto determina una elevada vulnerabilidad económica en esto, es decir, todas
las vicisitudes económicas mundiales los afectan grandemente. Y luego vamos a también hablar sobre otras vulnerabilidades como son los niveles elevados de endeudamiento y las posibilidades limitadas de crear economías de escala y los aspectos de comercio. El Caribe, si lo vemos también en el contexto económico, muchos de los países insulares del Caribe tienen alto producto per cápita por país. Tenemos, por ejemplo, que Bahamas tiene, para el 2024 alcanzó un producto per cápita de $39.500 para el 2024, comparado con Haití, que apenas llegó a $2.100. Es decir, es prácticamente más de 10 veces el nivel de ingreso per cápita, lo que señala la gran polaridad que hay entre los ingresos también del Caribe. Países como Antigua y Barbuda alcanzan $23.000 per cápita. Sin embargo, otros países como Jamaica apenas alcanzan los 7.500. Entonces hay una gran dispersión también, no hay una homogeneidad en ese sentido. La coyuntura, el contexto económico actual en que se desarrolla el Caribe es en un marco de crecimiento económico. Si bien las economías del Caribe fueron duramente afectadas por la pandemia del COVID-19, hubo un rebote rápido y alto. Sin embargo, a partir del 2024, las economías del Caribe han venido perdiendo ritmo, con la excepción obviamente de Guyana. Si estimamos, de acuerdo a las cifras de la CEPAL, el Caribe en el 2024 creció 2.2, 2025 creció 1.9 y se espera que para el 2026 crezca a 1.8. Esto es el Caribe insular sin Guyana, porque obviamente Guyana, por las nuevas explotaciones de gas y petróleo, crecerá a un 24% en el 2026, habiendo crecido un 43% en el 2024. Entonces, si incorporamos a Guyana, el Caribe crecerá 8.2%, pero si sacamos a Guyana de la ecuación, apenas alcanzará 1.8%, ¿sí? Muy por debajo del ritmo. Y muy pocas economías del Caribe tendrán un crecimiento sostenido. También el Caribe se caracteriza por las islas, los países del Caribe insular se caracterizan por tener altos indicadores de desarrollo humano. De 16 países en el Caribe, 4 tienen un índice de desarrollo muy alto, un índice de desarrollo humano muy alto. Antigua y Barbuda, que está en el número 37 en el mundo, Bahamas, Barbados y Trinidad y Tobago. 11 países del Caribe tienen indicadores de desarrollo humano alto. Este grupo ya incluye a República Dominicana, Jamaica, Surinam, Belice, Barbados, Grenada, etc. Y hay un país que tiene un índice de desarrollo medio bajo, que es Haití. No obstante, de acuerdo al análisis del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el comportamiento reciente en los indicadores de desarrollo humano revela una nueva y preocupante realidad. Y es que el desarrollo humano en el Caribe está perdiendo impulso y es precariamente frágil, mientras que las desigualdades entre países sigue aumentando. En Jamaica, Surinam, Grenada, Belice, Haití, el índice de Gini, que mide las diferencias del ingreso, está por encima del 50%. Luego también otras limitaciones económicas del Caribe, mercados internos pequeños, con la excepción de República Dominicana, Cuba y Haití, que tienen más de 10 millones de personas. Hay una baja seguridad alimentaria en general. El Caribe es importador neto de alimentos
y en este contexto también se ha dado una caída gradual de la ayuda oficial al desarrollo en casi todos los países. De hecho, 5 de los 16 estados insulares independientes del Caribe no reciben ayuda oficial al desarrollo. Entonces, porque están clasificados como países de renta alta. También otra particularidad del Caribe es que son economías de servicio. El turismo es la principal fuente económica para 12 de los 15 de los 16 países del Caribe. Y para estos países el turismo básicamente aporta un promedio del 18% de la economía regional y genera casi un 20% del empleo de la economía regional. Y eso es parte de el turismo. Obviamente, como vaya el turismo, va el Caribe. En el 2025, de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de Turismo, el turismo en el Caribe siguió mostrando algunos signos de resiliencia y recuperación y se incrementó en un 3% con respecto a el 2024 en llegadas internacionales. Y este desempeño se produjo a pesar de una desaceleración de los viajes de Estados Unidos, que es el principal mercado emisor de turistas hacia la región, con un 52%. Y Europa representa entre un 14 y 15%, y Canadá entre un 10%, y luego ya Sudamérica y otros destinos están por debajo del 8, 7%. Las causas, se prevé a 2026 pueda haber una desaceleración sustancial en el ritmo de la llegada de turistas al Caribe, por las causas de la contracción están asociadas a la incertidumbre económica mundial, a los cambios preferenciales de los consumidores, al incremento de los costos de transporte a nivel internacional. Entonces se estima con esto que la industria de viajes y turismo al Caribe podría disminuir hasta el 6.3%. Otro elemento... no quería interrumpirte, pero tenemos que agilizar porque ahora estamos un poco atrasados. Ok, bueno, simplemente para terminar una de las partes del Caribe insular, algunos retos comunes para el desarrollo es, hay un avance de la integración regional limitada, las crisis económicas y asimetrías impactan muy fuerte, hay retos comunes en el Caribe y su relación con a nivel externo, la CELAC, OEA, Estados Unidos, que ya Laura habló, el rol de la Unión Europea, que es cada vez menos en el Caribe, y también el incremento de la influencia de China. Otros retos conjuntos son el cambio climático, Haití, el crimen internacional y el incremento de la brecha tecnológica. Después podemos seguir de alguna manera abundando en la parte de preguntas y respuestas. Gracias. Je passe maintenant la parole a Jacqueline. Bonjour. Por supuesto, muchísimas gracias a la Casa de América Latina, a la embajadora Laura Faxas, a Funglode por hacer posible que yo desde el Caribe tan lejos haya logrado llegar hasta acá. Y les agradezco además muchísimo a Laura y a Iván que ya dieron esa primera panorámica de qué es el Caribe y ubicaron específicamente ese espacio dentro del contexto del análisis que yo les propongo hoy. Subrayando lo que dijo Iván, estamos hablando de una región que es vulnerable y dependiente. Disculpen. Y estamos hablando de economías frágiles, economías que además son muy afectadas por el cambio climático, economías que además ven como su población joven está migrando, sobre todo la población más calificada, lo cual las pone en una situación de alto estrés en términos de continuar ese patrón de desarrollo humano, porque las competencias y las capacidades profesionales se están yendo de la región. Es una región donde, a pesar de esos altos PIBs per cápita que hablaba Iván, existe una marcada tendencia a la inequidad, la brecha que diferencia a los estratos con más poder adquisitivo de aquellos que están totalmente viviendo en situación de pobreza bastante acentuada. Eso se va incrementando cada vez más. Y
el entorno que nos hablaba la embajadora Laura está poniendo una presión extra al Caribe. Yo diría que no es una presión nueva, es una presión que ha existido siempre, pero lo que tenemos en el Caribe es un regreso a un contexto donde la presencia muy agresiva de los Estados Unidos regresa, como ya se ha vivido en otros momentos antes, a finales del siglo XIX y también sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Por lo tanto, no es un entorno totalmente desconocido, pero evidentemente las circunstancias y el contexto han cambiado, y eso es de lo que también quiero compartirles hoy. Tal y como hizo Iván, a mí siempre me gusta empezar definiendo qué es el Caribe cuando hablo del Caribe, y justamente hace par de días, por no haber hecho eso, caímos en una especie de qué estamos hablando, y eso siempre es muy importante porque el Caribe significa muchas cosas para actores diferentes. Por lo tanto, en aras de una conversación saludable, quiero ratificar que, al igual que Iván y que la embajadora Laura, yo voy a estar mirando sobre todo el Caribe de las islas, ese Caribe que hoy se clasifica dentro del conjunto de los pequeños estados insulares en desarrollo, o SIDS en inglés, y que abarcan los 14 miembros de la CARICOM, más Cuba y República Dominicana. Para Francia, yo creo que esa concepción es útil, porque justamente los países de los pequeños estados insulares caribeños son los mismos países de la CARIFORUM, y es justamente ese espacio Caribe de la CARIFORUM el que Francia y el conjunto de la Unión Europea prefieren en su relación con la región. Muy rápido, ¿qué es la CARICOM? Muchas veces hablamos de la CARICOM, la Comunidad del Caribe, no tenemos muy claro de qué estamos hablando. Estamos hablando de una organización regional de muy larga data, es de las pioneras en la integración regional de los países en desarrollo, y emerge para responder muchas de las necesidades que nos estaba hablando Iván antes. Desde un momento muy temprano, a partir de la obtención de las independencias políticas de la mayoría de las colonias inglesas en el Caribe, existió la convicción de que son economías y países muy pequeños para triunfar y para sobrevivir de manera medianamente exitosa en el mundo de hoy. Por lo tanto, desde los años 70, estos países decidieron que la mejor apuesta era integrarse. Lo curioso es que, a pesar de que existió una temprana conciencia de la necesidad de la integración, ese proyecto hoy está muy debilitado, está muy fracturado y además está fragmentado a lo interno, y eso es parte de lo que vamos a comentar más tarde. Una diferencia grande de este proyecto de integración regional, por ejemplo, con la Unión Europea, y que es uno de sus grandes obstáculos y que es uno de sus grandes problemas. La CARICOM gusta definirse a sí misma como un grupo de estados soberanos donde no existe una autoridad supranacional. Y eso es un problema en cualquier proyecto de integración regional, porque para profundizar un proyecto serio, sostenible y de largo aliento de integración regional, necesariamente hay que ceder alguna cuota de soberanía. Y eso es uno de los grandes temores de todos estos pequeños estados. Por supuesto, como se refleja esto, hay un gran desbalance y una poca capacidad de esta organización de realmente liderar y de realmente proveer los espacios de cooperación a largo aliento que necesita y de transformación económica que necesita el Caribe. Ya la embajadora Laura estaba comentando el tema del cambio histórico que vive el Caribe hoy y la reactivación de la doctrina Monroe. A mí me gusta decirle a la doctrina Monroe, la doctrina Monroe con esteroides, porque es un regreso muy envalentonado de esa visión monroísta que regresa al Caribe en un contexto donde vivimos un momento de transición geopolítica global que, seamos honestos, nadie sabe a dónde va. Estamos en un momento donde se discute la posibilidad de una nueva bipolaridad, o quizás una nueva tripolaridad, o quizás una multipolaridad segmentada, y todas esas incertidumbres se reflejan en el Caribe de manera mucho más acentuada, porque recordemos, si todo el mundo está en el medio de la incertidumbre, ¿cómo pueden estar pequeñas islas vulnerables y dependientes? Por lo tanto, todo este entorno se refleja en un Caribe que teme por su futuro y reacciona de manera desorganizada ante el panorama que vive.
Otro elemento que refuerza esta marcada vulnerabilidad del Caribe en el contexto geopolítico hoy es, por supuesto, la situación geográfica. El Caribe está en la inmediata vecindad de los Estados Unidos. Por lo tanto, y ha sido definido históricamente como esa tercera frontera. Y esta definición de la cual los Estados Unidos no se esconden para repetirla constantemente, por supuesto que pone muchas más presiones en estas islas. Ejemplos claves tenemos con el caso de toda la disputa alrededor del Canal de Panamá, todo lo que está ocurriendo ahí. Por supuesto, los eventos en Venezuela también se relacionan muchísimo con lo que pasa en el Caribe. Y el anuncio también de una escalada violenta contra Cuba, por supuesto, que forma parte de toda esta disrupción que tiene el Caribe hoy y que puede desembocar en una crisis que esperemos que no suceda en la región. No voy a extenderme mucho en las características y los elementos que tipifican la política del America First. Simplemente decir que el Caribe no ha estado exento de cómo todo este tipo de principios que definen esta política les afecta de manera directa. Y voy a poner entonces ejemplos a continuación. Lo primero, en el discurso caribeño hoy se nota un énfasis marcado en los temas de seguridad nacional y control fronterizo, cosa que en el pasado no existía. Se escucha incluso un discurso hostil hacia los migrantes, cosa que tampoco era usual en el Caribe. Debo reconocer que en el Caribe de las islas ha existido siempre, y esto no es solamente una falta de República Dominicana, ha existido un sentimiento vergonzoso anti-haitiano que ha existido históricamente y se mantiene. Lo que sí es cierto es que ahora vemos que esa política contra el migrante haitiano cobra nuevos visos y se extiende a otras nacionalidades, cosa preocupante. Existe además Laura hablaba del silencio cómplice. Un ejemplo del silencio cómplice en el Caribe, la posición de los estados caribeños en relación con las ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el Mar Caribe, donde ciudadanos de estos países han perdido la vida. En otro momento se hubiese esperado al menos un tono más confrontacional, o al menos de pedir ciertas explicaciones, al menos dar la cara desde la dignidad de la diplomacia. No. Silencio. De hecho, algunos países caribeños han apoyado explícitamente esta conducta extrajudicial, esta conducta agresiva de los militares estadounidenses en el Caribe, bajo el pretexto del narcoterrorismo, que por cierto es una figura judicial que nadie ha definido, al menos yo no lo he visto. El tema de la preferencia por el bilateralismo, cosa que no es nuevamente desconocida en el Caribe, pero que retoma con muchísima más fuerza. Y se ve esto incluso, a mí me llamó mucho la atención que en la última cumbre de la CARICOM, que se suponía que era la cumbre de la Comunidad del Caribe, el espacio fue aprovechado por varios líderes de la CARICOM para sostener reuniones bilaterales con representantes de gobiernos extranjeros. Eso es totalmente inesperado en un contexto donde se supone que se quiera fomentar el diálogo y la comunidad regional. Estos son ejemplos que nos indican claramente que muchos países están prefiriendo avanzar solos y hacer caso omiso de sus compromisos para la región. Por supuesto, los países que tienen mejor posibilidad de cierto éxito son aquellos que dentro del Caribe tienen más recursos, tienen más capacidad diplomática y además tienen mayores intereses declarados alineados con la política de la administración Trump. Después vamos a ver quién es quién. También de manera muy rápida, porque ya me habíamos mencionado que son 14 miembros plenos de CARICOM y no podemos ir uno por uno, evidentemente. Otro ejemplo clásico de los cambios en esta política exterior regional, la posición hacia Cuba.
Si hay una zona del mundo en la cual la presencia de la cooperación cubana ha marcado una diferencia sustancial es en el Caribe, por razones múltiples. En primer lugar, por la cercanía. Y no es solamente la cercanía geográfica, sino que también las migraciones históricas de muchos caribeños que encontraron trabajo y empleo en Cuba, sobre todo en la industria cañera a principios del siglo XX, desarrolló lazos familiares, culturales que se han sostenido a lo largo del tiempo. Otro elemento importante es que el impacto de la cooperación médica, de la cooperación en educación, de la cooperación en cultura de Cuba en estos países se ve mucho más. Por lo que comentaba Iván antes, son países muy pequeños. Por lo tanto, el impacto que puede tener un grupo de doctores en una población de menos de 1 millón de personas es inmenso. Todo el mundo los conoce, todo el mundo sabe lo que ha significado la presencia de la cooperación cubana en muchos de estos países. ¿Qué ha ocurrido? A partir de una historia de renovadas presiones por parte de los Estados Unidos, nuevamente no ha sido nada discreto. Cada vez que el secretario de Estado Rubio ha ido al Caribe, ha dicho de manera explícita, estamos en contra de este programa. Muchos países no han podido resistir la presión. Y bajo pretextos diversos, por supuesto siempre defendiendo que lo hacen desde una posición soberana, han declarado que terminan la cooperación médica con Cuba. Otro elemento que también llama mucho la atención, Guyana, Trinidad y Tobago, Bahamas, Belice y Jamaica firmaron la declaración del la declaración del escudo de las Américas. Guyana y Trinidad y Tobago fueron allí. Estuvieron allí presentes en esa reunión, pero Bahamas, Belice y Jamaica también firmaron, de manera callada y discreta, pero lo hicieron. Y eso también indica que el Caribe, países del Caribe no están dudando en alinearse expresamente con esta política más agresiva de los Estados Unidos. Recientemente, varios países caribeños también firmaron la declaración a favor de la soberanía de Panamá. ¿Qué hacen los países pequeños del Caribe firmando absolutamente ninguna declaración en relación con la defensa de la soberanía de Panamá? Hay una explicación muy clara: China. Y lo hacen nuevamente para granjearse el apoyo y manifestar su alineamiento con esta doctrina estadounidense en la región. Lo curioso de esta historia, bueno, aquí esto voy a pasar muy rápido, después si quieren podemos profundizar en esto en el intercambio, es que esta política agresiva de Estados Unidos contra Cuba no es, una vez más, no es un elemento nuevo, pero sí en la segunda administración Trump hemos visto que esto se ha profundizado además en una escalada que avanza de manera muy rápida y muy preocupante. En el Caribe existe cierta solidaridad en el sentido de declaraciones de las islas que reconocen los riesgos que tiene la situación de profunda crisis económica que tiene Cuba hoy, la crisis energética, y por supuesto ellos ven eso con preocupación, porque una desestabilización de Cuba les va a afectar directamente, están en la misma área, eso es algo que evidentemente a los países caribeños no les conviene. Sin embargo, a la hora de posicionarse y declarar cuáles son los principios de la CARICOM con relación a Cuba, hemos visto hace par de días que CARICOM saca un comunicado explicando la preocupación en relación con lo que existe en Cuba y dos países de la CARICOM se distancian. Deciden reservar la posición. No están diciendo que no, pero básicamente están diciendo que no. ¿Quiénes son? Trinidad y Tobago y Guyana. Curiosamente, los dos países que dentro de la comunidad tienen la capacidad energética para ayudar a Cuba. Eso implica entonces que no solamente es un ejemplo de esa fractura a lo interno de la CARICOM, sino que también nos demuestra muy claro subgrupos que se van conformando dentro de esta comunidad en relación no solamente con Cuba, sino en su alineamiento expreso con la política de los Estados Unidos. ¿Cómo entonces se divide la región? Y esto, por supuesto, es ¿cómo es que dicen? Esto es un trabajo en desarrollo, esto es un work in progress. Hay un grupo, primero, con un alineamiento abierto con la política norteamericana, había comentado los casos de Trinidad y Tobago y Guyana. Hay razones también detrás de esto. Recordemos, por ejemplo, el caso de Guyana, recordemos que Guyana sigue inmersa
en una disputa que ya lleva años con Venezuela por el control de la zona del Esequibo. Y eso también de alguna manera alimenta la posición guyanesa en relación con este acercamiento hacia los Estados Unidos. Yo creo que Guyana tiene la esperanza de que un alineamiento más próximo a los Estados Unidos le pueda granjear apoyo en su disputa contra Venezuela por el control, la soberanía, el reclamo de la zona del Esequibo. Y también creo que eso les puede salir muy mal, porque si Estados Unidos tiene que escoger hoy entre apoyar a Venezuela y Guyana, me parece muy claro que va a apoyar a Venezuela y no a Guyana. Pero quizás los guyaneses tengan otra información que yo no tengo y estén jugando sus cartas pensando que pueden ganar. Para mí creo que es una apuesta arriesgada y a Guyana le saldría mejor apostar por el apoyo regional y no jugarse todas sus cartas con Estados Unidos, pero veremos qué dice el futuro. El grupo número 2 yo lo llamaría la mayoría silenciosa, y este es un grupo muy fluctuante. Aquí hay países que en algún momento se decantan más por un apoyo explícito a las posiciones estadounidenses y hay otros que prefieren volar sin ser detectados. Jamaica y Bahamas fluctúan bastante. Hay casos en que Jamaica y Bahamas definitivamente se alinean abiertamente con la posición de la administración estadounidense, y los otros países más pequeños yo siento y analizo que están atrapados en una posición muy complicada, porque su dependencia de la economía estadounidense es muy alta, en primer lugar, y en segundo lugar, al estar fracturada la capacidad regional, les queda resistir solo. Y seamos realistas, ¿qué capacidad tiene un país como Dominica de aguantar la presión estadounidense? Si países más grandes no pueden, ¿qué van a poder los pequeños países caribeños? La posición residual yo la identifico hoy en el caso de Barbados, y sobre todo más que en el caso de Barbados con la posición que públicamente adopta la primer ministra Mia Mottley, que ha sido líder en agendas con posiciones bastante progresistas en términos de cómo el Caribe debe posicionarse en la agenda global. Mia Mottley es la gran impulsora de la iniciativa de Bridgetown a favor de la reforma de la arquitectura financiera internacional, aboga también por importantes posiciones en relación con el cambio climático, y de alguna manera es la voz de liderazgo regional que queda, que hace énfasis en la necesidad de reafirmar la autonomía regional, de apostar por el consenso regional, pero realmente está en minoría. Y esto le resulta muy difícil, entonces, convencer al resto de sumarse a su posición. Ya para ir avanzando y resumir, 2 puntos más. Lo primero, ¿qué gana el Caribe en este alineamiento con Washington? Realmente muy poco, y es lo lamentable de la situación. A pesar de esta conducta, en algunos casos de apoyo explícito, en otros casos de apoyo tácito, el Caribe ha obtenido bastante poco de los Estados Unidos durante esta segunda administración Trump. Aquí les pongo varios ejemplos. Países caribeños están siendo presionados, ya lo mencionaba la embajadora Laura, para recibir deportados de terceros países. Pregunta, ¿tienen los países caribeños capacidad para manejar no solamente deportados de sus países, sino deportados de terceros países? Han sido suspendidos los tratamientos de visas de migrantes para varios de estos países, no pueden ir a Estados Unidos solicitando este tipo de visa. Los países caribeños también han sido afectados por la imposición de tarifas, a pesar de que los Estados Unidos tienen superávit comercial con estas economías, eso no importó. La USAID ya habíamos visto que había sido eliminada, y la falta de financiamiento de varios programas de la USAID, por supuesto que ha afectado a muchas economías caribeñas. Y hace algunos pocos días los Estados Unidos, junto a Israel y Argentina, votaron en contra de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconocía la trata transatlántica de esclavos como un crimen grave contra la humanidad. Y esto para el Caribe es una agenda central en su posicionamiento regional e internacional, sobre todo a partir de la agenda que tiene CARICOM en la lucha con las reparaciones de la esclavitud. Por lo tanto, ¿qué le está dando Estados Unidos al Caribe? Realmente muy poco. Alternativas, entonces, ya con esto termino. Hay otros actores a los que el Caribe podría mirar.
Si tratase de pensar en una estrategia de balancear la marcadísima dependencia que tiene de los Estados Unidos, hay alternativas en las cuales podría encontrar cierto refugio y tratar de diversificar su cartera de relaciones internacionales. Por supuesto que existe, pero yo creo que son en muchos sentidos oportunidades no explotadas. El caso de China es interesante, no tengo tiempo para abordarlo aquí en profundidad, solamente decir en el caso de China que China en América Latina no es China en el Caribe, son dos comportamientos diferentes. Y China en los últimos años, en el marco de la recomposición de su presencia a nivel internacional, le ha quitado presión al Caribe, por muchas razones. Recordemos que todavía en el Caribe existen varios países con relaciones diplomáticas con Taiwán y sabemos que ese es punto rojo, línea roja para China. Eso es lo primero que China siempre mirará cuando diseña en su diseño de política exterior. Y en términos de los recursos que el Caribe puede aportarle a China, el desbalance es marcado comparado con otras regiones del mundo, América Latina, África. Y tercer elemento, China entiende perfectamente que su presencia en el Caribe es peor vista que su presencia en América Latina por la cercanía con los Estados Unidos. Recordemos, Caribe visto como prácticamente la tercera frontera estadounidense. El caso de la Unión Europea también es interesante porque la Unión Europea tiene vínculos, acuerdos bien articulados con el Caribe desde hace varios años. Recordemos la firma del EPA en 2008 con la CARIFORUM. De hecho, el Caribe es la primera región del grupo de ACP que firma este acuerdo con la Unión Europea. Hay muchas críticas a ese acuerdo, por cierto, pero bueno, tampoco tenemos tiempo para eso. Y lo interesante es que la Unión Europea puede ofrecer al Caribe esa cooperación en sectores donde Estados Unidos se retira y donde existen intereses comunes, sobre todo los temas de cambio climático, los temas de transición energética, los temas de formación de capacidades que el Caribe necesita acompañamiento que hoy no tiene. Lo curioso es que a partir de lo que he revisado, veo que la Unión Europea tiene varios programas con el Caribe, está la iniciativa del Global Gateway, sé que hace poco se firmó el acuerdo que sustituye Cotonú, donde al Caribe se le da una atención especial, una especie de protocolo regional, pero lo cierto es que esto no ha llegado al Caribe, esto no se conoce en el Caribe, esto no se siente en el Caribe y la visibilidad que en algún momento tuvo la Unión Europea en el Caribe, repito, el Caribe de las islas de la CARICOM ha disminuido muchísimo. Por supuesto, no olvidemos el Brexit. Eso tuvo un impacto grande en esa percepción europea en esa parte del mundo. Entonces, yo lo dejaría aquí. La pregunta sería, ¿qué puede hacer el Caribe? ¿Cómo avanzar hacia una estrategia de sobrevivencia estratégica? No, sé que en la Unión Europea se gustan de hablar de la autonomía estratégica, pero la situación en el Caribe es tan grave que autonomía es algo aspiracional, de la manera que lo veo yo hoy. El Caribe está en un entorno de apostar por una sobrevivencia estratégica que necesita de cambios importantes y urgentes en la reconfiguración regional si queremos resistir, estar y sobrevivir a los embates de la transición geopolítica global. Muchas gracias. Alors, je passe la parole à la sénatrice Hélène Conway-Mouret, ensuite à Benoît. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs. Écoutez, je suis vraiment très heureuse d'être là ce matin. Alors c'est vrai que mon nom Conway ne me prédestinait pas à présider le groupe d'amitié France-Caraïbes. Seulement Conway vient de l'Irlande, donc d'une île à d'autres îles. Finalement, il y avait quand même une certaine logique, même si le climat, bien évidemment, dans la Caraïbe est beaucoup plus propice à la farniente qu'il ne l'est en Irlande. Et j'utilise le terme de la Caraïbe. Vous avez posé cette question linguistique qui est importante, et moi je penche plutôt du côté de Jacqueline, je crois qu'il nous a fait la démonstration de, si nous considérons cette région comme un bloc uni, il y a quand même une force à cette unité que chaque petit pays et chaque île individuellement ne peut pas avoir devant les géants qui s'imposent ou qui veulent s'imposer à elles ou à eux, et qui sont voisins, et les démonstrations ont été été excellentes de la part de Ivan et de Jacqueline. Et donc c'est vrai que cela ne veut pas dire que l'on ne prend pas en compte la diversité, bien évidemment, de la région,
Mais sa diversité est à la fois un legs historique, linguistique à prendre en compte, mais je crois que sa force aujourd'hui vient dans le fait de pouvoir considérer l'ensemble et pouvoir traiter aussi, et ça c'est le deuxième volet, les problématiques qui traversent l'ensemble de ces pays de façon collective. Je pense au climat. Je ne pense pas que chaque île peut traiter les questions des sargasses individuellement, par exemple. La question de la sécurité et des différents trafics, là aussi, il y a besoin d'une coopération. Et donc, je vais vous faire simplement en quelques minutes un rappel de ce que la France fait dans cette région, son rôle, sa place, et de faire aussi la démonstration que la France doit se considérer également comme un État caribéen. Je pense que c'est absolument important. Alors, je suis doublement heureuse d'être ici parmi vous, parce que cela correspond à une réunion que nous avons eue avec le président il y a quelques mois de cela, où je regrettais que dans ce qui est né au Sénat, par une journée dédiée à l'Amérique latine, ensuite s'est transformé en une semaine, et avec le temps, vu de la popularité des événements, eh bien, nous avons maintenant les semaines de l'Amérique latine, et c'est très très heureux. Mais dans ces semaines de l'Amérique latine, je trouvais que la Caraïbe n'était pas suffisamment mise en valeur, que quelque part elle était diluée et écrasée par ses voisins, ses gros voisins. Alors je parle de l'Amérique latine, là, non pas celui du Nord, et malheureusement qui écrase aussi cette région d'une certaine façon, et ça a été excellemment démontré, mais qu'il y avait des problématiques toutes particulières qu'il fallait adresser et que nous pouvons le faire par le biais, en effet, de ce genre de table ronde, d'événements aussi popularisés sur les différents médias. Alors, si je peux faire un vœu, Monsieur le Président, c'est de pérenniser cet événement et de faire peut-être au-delà d'une demi-journée, nous aurons une journée entière ou d'autres événements. Je pense qu'avec le temps, nous pouvons être un peu créatifs et faire en sorte qu'en effet, la Caraïbe prenne vraiment une place importante dans la célébration de cette partie du monde. Et puis, vous témoignez, et je vais essayer d'en faire la démonstration en quelques minutes, de l'intérêt du Sénat qui s'investit pleinement dans ce lien très particulier que nous avons avec cette région. Et je crois qu'à la fois l'ambassadeur et les deux représentants des ambassades pourront attester qu'en effet, au Sénat, nous prenons très au sérieux cette relation que nous avons, alors de façon bilatérale avec vos pays respectifs, mais également globalement de lettres que nous envoyons aux instances internationales pour soutenir, pour dénoncer le blocus de Cuba, pour soutenir différentes initiatives qui peuvent être prises. Alors, je vais essayer d'aller à l'essentiel en vous disant qu'en effet, en vous répétant que la France est un État caribéen et que grâce à la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, nous avons en fait 750 000 citoyens français qui vivent au cœur de ce bassin caribéen. Donc ce n'est pas négligeable. Hein ? Et cette réalité territoriale est ancrée dans l'histoire, cela a été rappelé par Ivan, qui fait que nous ne pouvons analyser les sursauts qui animent la Caraïbe. On ne peut pas le faire avec un regard distant. Nous sommes directement touchés, nous sommes directement concernés, et nous sommes, je pense, indéfectiblement liés aux destinées de cette région. Et je crois que nous l'avons aussi démontré il y a un an de cela par une résolution qui a été votée au Sénat en soutien à Haïti pour pouvoir rétablir la sécurité dans ce pays. Ainsi, lorsque Donald Trump décide de lancer l'assaut permettant de la capture de Nicolás Maduro, ce ne sont pas seulement les chaînes d'information continues qui sont saturées de ces images sidérantes, ce sont des milliers de citoyens, pour nous concitoyens français, des Caraïbes, dont le quotidien a été bouleversé avec des vols annulés. Et également quand nous regardons les différents trafics et les cartels aujourd'hui internationaux qui sévissent dans cette région et qui profitent finalement de la diversité de cette région, nous avons là des trafics d'armes, des trafics de drogue qui se développent et qui ne sont pas une problématique distante, mais bien une urgence
aux conséquences immédiates et visibles sur la sécurité locale, mais également en France. Alors, de par son positionnement unique dans la Caraïbe, la France a une responsabilité particulière dans la région. Alors, on retrouve bien sûr les racines de cet engagement dans l'histoire, qu'il ne faut jamais oublier, parce qu'elle peut ressurgir, cette histoire. On voit avec l'initiative du Ghana, par exemple, qu'en effet, nous avons besoin de ne pas tourner la page et de penser qu'il n'y a rien à voir. Je crois qu'à un moment, il faut être en capacité de faire face à son histoire et d'y répondre, de pouvoir y répondre pour enfin pouvoir tourner la page. Mais tant qu'on n'y a pas répondu, je pense que la page demeure ouverte. La France demeure porteuse d'un message universel fondé sur des idées de liberté, d'émancipation, de souveraineté des peuples. Et je pense que l'influence de la France a profondément influencé des mouvements d'indépendance, notamment en Amérique latine, mais également dans la Caraïbe, et que ce message d'humanité, eh bien, aujourd'hui trouve toute sa place dans un monde qui est de plus en plus brutal. Alors, fidèle à cet héritage, je considère que nous pouvons porter d'une voix commune nos priorités basées sur le respect mutuel et surtout le respect du droit international qui aujourd'hui est de plus en plus bafoué. Je crois que nous avons ici des fondamentaux qui sont loin de constituer des acquis où chaque jour, eh bien, ce droit international est malmené. Et si nous ne sommes pas en capacité de le dénoncer, et Jacqueline l'a merveilleusement bien fait dans sa liste, entre ceux qui sont silencieux, ceux qui ont peur et qui finalement ont réagi pour être alignés avec les décisions qui sont prises, même si au fond d'eux-mêmes ils ne le veulent pas, on se retrouve dans un monde finalement qui vit sur la terreur, qui vit dans la peur, et cela est parfaitement malsain, parce que nous allons à l'opposé de ce qui est bon pour l'humanité et pour les humains de façon générale. Et donc l'un des principaux leviers d'une action renforcée dans la région, et donc nous le pensons en France, en tout cas, et c'est ce que nous faisons, et j'espère vous faire la démonstration sur deux sujets principalement, et bien d'une action renforcée qui repose sur la coordination et l'intégration régionale. Je crois que ce sont deux termes qui sont importants et qui sont à l'opposé de la démonstration qu'a faite Jacqueline sur l'imposition par la force. Je crois que c'est tout l'opposé, respect, coordination et intégration. Et donc, toute personne qui a voyagé dans les Caraïbes ou dans la Caraïbe mesure à quel point il s'agit là d'un défi dans tous les domaines. Alors, il s'agit des transports. Je peux vous dire, moi, avec ma délégation l'année dernière, nous avons failli ne pas pouvoir rentrer en France. Donc, nous avons souffert des problèmes de transport et de mobilité entre les différentes îles. Le commerce, bien évidemment, l'harmonisation des normes aussi, ou encore la circulation des personnes. Un monde, je crois, nous sépare encore de ce que devrait être la Caraïbe, si c'était véritablement un espace intégré. Alors, dans certains secteurs, la France a pleinement endossé le rôle moteur, favorisant par son action le rapprochement entre les territoires. Et je vais simplement développer deux exemples concrets. L'éducation au sens large, qui inclut bien évidemment l'apprentissage du français, mais pas que, et la lutte contre le trafic d'armes et de drogue. Alors d'abord, tout ce qui est coopération centrée sur l'éducation, la culture et la francophonie. Alors, bon, nous avons la langue française et puis nous avons le créole. Et je crois que les deux, eh bien, se côtoient harmonieusement, je vais y arriver. Et ce sont des vecteurs d'échange et des ciments d'unité. Et aujourd'hui, ils sont pleinement investis par les politiques publiques qui sont déployées dans la région. Je rappelle ainsi qu'au-delà d'Haïti, les États comme la République dominicaine, Sainte-Lucie ou la Dominique sont membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Le français y demeure la première langue étrangère enseignée, important, quand on parle d'échange, de coopération. Et le réseau des alliances françaises constitue un précieux relais de coopération dans chacune de ces îles. Et je dois dire que nous avons eu la chance de pouvoir organiser, quand nous étions sur place, à Sainte-Lucie,
Alors en visio, parce que tout le monde ne pouvait pas et là le problème de mobilité à nouveau, se déplacer pour venir à notre rencontre. Nous avons parlé à tous les présidents de toutes les alliances françaises dans la région et je peux vous dire qu'ils font un travail absolument formidable, pas avec de gros moyens, mais ils créent ce lien avec la France, avec la culture et je ne vais pas vous expliquer ce que vous connaissez beaucoup mieux que moi, et que la culture et tout ce qui est culturel et artistique est incroyablement important dans vos pays. Notre diplomatie culturelle donc, a su se réinventer. Alors, je fais une toute petite liste rapide. Sur le plan universitaire, nous avons des initiatives concrètes comme le salon Elan Campus France, la plateforme Alumni, l'ouverture d'un corner campus. Bon, on peut faire mieux, question francophonie, mais enfin bon, voilà. Campus coin, le coin du campus, qui dynamise la mobilité croisée des jeunes caribéens vers nos territoires ultramarins et l'Hexagone. À Cuba, grâce au Fonds de solidarité pour les projets innovants, FSPI du ministère, nous soutenons la formation des enseignants pour relancer le français dans les écoles cubaines. Et bien sûr, l'Alliance française, qui est sur la place, l'avenue principale, joue un rôle très important à La Havane. De plus, Radio France Internationale, RFI, maintient un lien quotidien grâce à ses relais de diffusion FM en Haïti, en République dominicaine et en Sainte-Lucie. Enfin, le créole peut constituer, je pense, un pont culturel et linguistique entre les îles à majorité francophone et anglophone. C'est ainsi que des cursus sont désormais proposés en créole aux étudiants des universités de Sainte-Lucie et de Martinique afin de favoriser les échanges universitaires. Alors, ce sont peut-être des détails, mais je pense que vous voyez que là, il y a de vrais efforts dans une politique globale de coopération. Maintenant, je vais passer à quelque chose d'un peu moins drôle, c'est la coopération sécuritaire et judiciaire face aux réseaux criminels. Alors, aujourd'hui, l'espace Caraïbe, bon, archipel morcelé, hein, on le connaît, on ne va pas changer la géographie, mais cette géographie permet aux réseaux criminels d'exploiter finalement cet espace pour pouvoir au mieux organiser leur trafic, et notamment celui de la cocaïne, puisque plus de la moitié de la cocaïne qui entre sur le territoire national, c'est-à-dire en France, passe par la Caraïbe. La moitié. Donc vous voyez ce qui se passe quand même dans cette région et qui nous affecte ici aussi, mais qui affecte bien évidemment la Martinique et la Guadeloupe. Hein, voilà. Ce sera d'ailleurs le thème du colloque, parce que nous prenons très au sérieux ce sujet, qui se tiendra au Sénat le 4 juin prochain, donc cette semaine, quelques jours, qui est placé sous le haut patronage du président du Sénat et co-organisé avec l'Institut des Amériques, la Fondation EU-LAC, l'AFD et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc je vous invite à y participer si vous avez un intérêt sur ce sujet-là. Face à cette menace, la France assume ses responsabilités dans la région. Et donc, lors du déplacement du groupe d'amitié l'année dernière, que j'ai fait avec ma délégation, nous avions participé à une réunion à Sainte-Lucie qui réunissait tous les acteurs de la lutte contre les trafics. Alors, bien évidemment, nous avons les services de l'État, notre ambassade de Bridgetown, mais aussi l'Office anti-stupéfiants, l'attaché de sécurité intérieure, les services de douane, la gendarmerie, l'action de l'État en mer et le procureur de la juridiction interrégionale spécialisée de Martinique, simplement pour vous dire que vous voyez que l'ensemble des services eh bien aujourd'hui coopèrent pour essayer de faire face et d'endiguer ce phénomène. Bon, nous avons pu observer une forte augmentation des moyens, notamment à notre retour, j'ai saisi le ministère de l'Intérieur, pensant qu'il y avait besoin d'investissements importants dans des machines, comme des scanners par exemple, qui permettent de détecter eh bien, la drogue. Et je dois dire que cela a été fait. Donc voilà, le déplacement de ce groupe d'amitié a eu des conséquences heureuses et positives. Mais bien sûr, nous avons une coordination de l'ensemble de tous les acteurs. Alors, au début de l'année 2026, un protocole d'accord a été signé, c'était le 23 janvier dernier, entre l'Agence caribéenne pour la lutte contre la criminalité et la gendarmerie de Guadeloupe. Donc là, je vous fais... Pardon, je me concentre sur la France, mais c'est le rôle qu'on m'a donné dans cette table ronde, de vous faire le détail de l'implication de la France et
et concrètement ce que nous pouvons réaliser. Et donc ce partenariat permettra d'établir un cadre formel permettant le partage de renseignements, d'assistance technique en temps réel, ainsi que l'anticipation de l'évolution des tactiques des groupes criminels organisés qui traversent les eaux territoriales. Donc vous voyez que nous avons, nous, une approche qui est à la fois dans la prévention, dans la coopération pour essayer de contrer tout cela, et non pas de l'emploi par la force de l'élimination, comme cela se fait par un autre pays, d'êtres humains. Parce que, quel que soit le rôle de ces personnes dans les embarcations qui sont coulées, ce sont des hommes et des femmes, peut-être quelques femmes aussi, qui perdent la vie. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. En outre, sous l'égide de l'ambassade de France à Sainte-Lucie, un séminaire de grande ampleur a réuni plus de 120 hauts responsables judiciaires. Alors là, on se retrouve avec toute la panoplie, judiciaire, procureurs, juges, magistrats, et des forces de l'ordre issues de 11 pays caribéens. Donc là aussi, vous voyez que ça fonctionne. Et ce séminaire a permis de sceller une stratégie régionale coordonnée pour démanteler les gangs et lutter plus efficacement contre les trafics de drogue. Je pense que vous voyez que nous avons cette coopération donc globale, mais qui fait que chacun des pays ensuite est en capacité de décliner dans son propre pays, parce qu'il a la force, il a le soutien des autres, cette lutte contre des gangs qui sont incroyablement aujourd'hui bien équipés, parce que malheureusement, financièrement, leur trafic est quand même très lucratif. Personnellement, je suis convaincue que ces politiques déployées dans des domaines d'action très concrets permettent de créer des canaux de discussion qui s'inscrivent dans la durée et qui, in fine, ont un rayonnement qui va bien au-delà du champ initial. Et j'en veux pour preuve l'adhésion de la Martinique à la CARICOM. Nous étions présents. Nous avions fait coïncider le déplacement pour être présents, en tant que membre associé signé lors du 48 sommet de l'organisation à la Barbade l'année dernière. 2 ans après le retour de la France au capital de la Banque de développement des Caraïbes, l'adhésion de la communauté territoriale de Martinique va permettre de renforcer la coopération régionale au sein des nombreuses agences placées sous l'autorité de la CARICOM et compétentes dans des domaines tels que les énergies renouvelables, l'agriculture, le commerce, le tourisme, la santé publique, la météorologie. Je tiens également à souligner le rôle du Parlement dans ce domaine, puisque le Sénat et l'Assemblée nationale ont adopté l'accord France-Caraïbes qui lève les dernières barrières législatives à cette adhésion et ancre juridiquement nos départements d'outre-mer dans leur environnement géographique immédiat. Et donc je vais terminer mon propos avec l'évocation un peu rapide du dernier secteur, qui peut-être par contraste avec les 2 précédents mériterait finalement que la France investisse davantage, c'est celui de la politique commerciale. Nous avons pu constater lors de notre dernier déplacement, les liaisons commerciales entre les différents territoires de la Caraïbe sont totalement défaillants. Il y a par exemple, il n'y a pas de solution de fret, de sorte que le commerce entre les îles relève de l'économie informelle. Bon, nous l'avons pu le constater de visu. À cela s'ajoute un millefeuille administratif, parfois insurmontable, que vous connaissez bien, au point que certaines marchandises transitent aujourd'hui par Rungis, écoutez quand même, c'est assez choquant, plutôt que de passer directement d'une île des Caraïbes à une autre. Ok, donc Rungis, en effet, est un grand marché, mais c'est un marché qui est censé nourrir les Parisiens, enfin le reste de la France aussi, puisque beaucoup de choses arrivent. Mais d'une île à l'autre, on vient à Paris, et puis on va dans l'île à côté. Alors bon, c'est une aberration économique, bien évidemment, mais je crois environnementale aussi, qui ne devrait pas perdurer, et je pense qu'il serait important que nous concentrions nos efforts, justement, dans ces échanges entre îles. L'accord d'un partenariat économique conclu entre les États de la Caraïbe et l'Union européenne en 2008 offre un cadre de coopération qui, aujourd'hui, n'est pas exploité au maximum de ses capacités. La France a pourtant une véritable opportunité à saisir pour se positionner comme un premier interlocuteur des États caribéens pour tout ce qui relève des relations avec l'Union européenne. En effet, depuis le Brexit, j'ai bien insisté, moi je suis irlandaise, c'est-à-dire j'appartiens à l'Union européenne encore, les États caribéens anglophones ont perdu leur porte d'entrée naturelle dans l'Union européenne qui était le Royaume-Uni. Et donc la France, de par son ancrage dans la Caraïbe, sa connaissance des problématiques régionales que nous partageons et son rôle de premier plan au sein des institutions européennes, dispose aujourd'hui, je pense, de toute la légitimité pour endosser ce rôle.
Elle est attendue. Je suis convaincue que là, nous avons une carte à jouer, dans notre intérêt, bien évidemment, mais nous ne sommes pas dans la logique de France First, hein, et donc c'est dans l'intérêt de toute la région, bien évidemment. Et dans un monde où les équilibres régionaux sont bouleversés, l'avantage ira non pas aux pays qui sont capables de démonstrations de force les plus impressionnantes, mais à ceux dont les alliances seront les plus solides, et pour toutes les raisons que je viens de vous lister aujourd'hui. J'espère vous avoir fait la démonstration que la France est un partenaire aujourd'hui qui, je crois, est apprécié de ses voisins caribéens. Et donc, il ne tient qu'à nous de construire sur cet acquis pour investir les secteurs d'avenir et renforcer encore ce partenariat. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Donc, je passe la parole à Benoît Larouquiste, qui est le député pour les Français établis en Amérique latine et dans les Caraïbes. Je serai très bref. Messieurs les ambassadeurs, Madame la sénatrice, Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord remercier la Maison de l'Amérique latine pour proposer une table ronde aussi pertinente et mettre enfin, j'ai envie de dire, les Caraïbes au centre de l'échiquier, puisqu'on voit bien que malgré elles se retrouvent au milieu d'enjeux géopolitiques majeurs. Même si, vous le savez, notre ministre des Français à l'étranger, de la francophonie et des traités internationaux est caribéenne. Remercier la qualité et la richesse des interventions. J'ai beaucoup appris et j'imagine que c'est aussi votre cas. Et vous remercier à toutes et tous d'être venus nous écouter un samedi matin, parce que sans public, tout ceci n'a aucun sens. Donc je propose qu'on saute très brièvement. Je suis bien sûr concerné par ces sujets puisque ça fait partie de ma circonscription. Notez que nous avons à peu près 6200 Français de l'étranger qui vivent dans ces îles, concernés parce que, Madame la sénatrice l'a mentionné, il y a des échanges commerciaux très importants. On pourrait faire plus, je pense notamment à la République dominicaine, où on a quand même un demi-milliard d'échanges commerciaux avec une balance commerciale assez équilibrée, nombre de programmes de coopération sur des sujets qui sont des défis que nous avons en commun, les énergies renouvelables, le changement climatique, la santé, ainsi que le narcotrafic. Et enfin, je suis particulièrement concerné parce que mon épouse est caribéenne, elle est vénézuélienne. Elle est arrivée lorsque le commandant Chavez a pris le pouvoir au Venezuela, et depuis une quinzaine d'années, nous avons œuvré sans cesse pour permettre aux frères, sœurs, cousins, neveux de faire une vie ailleurs et de quitter le gouvernement autoritaire en son temps de commandant Chavez et la dictature impitoyable de Nicolás Maduro. Parce que si bien l'intervention des États-Unis était violente et contre tout droit international, la dictature de Nicolás Maduro l'était tout aussi. Ne l'oublions pas. Enfin, la France, Madame la sénatrice l'a parfaitement commenté, hein, nous nous inscrivons, nous les Français, dans une logique multilatéraliste qui est tout à fait contraire à la logique transactionnelle du gouvernement de M. Trump, qui est une logique de court terme au final, parce que regardons un petit peu ce que M. Trump a obtenu jusqu'alors, pas grand-chose, et à peu près rien de très positif, et on oubliera très vite. Donc nous nous inscrivons dans le long terme, et nous sommes un partenaire fiable, et je crois reconnu en tant que tel dans la zone. La France a toujours exprimé son avis contre l'embargo de Cuba, hein, lors du vote annuel à l'Assemblée des Nations Unies. Elle s'est exprimée aussi contre les sanctions extraterritoriales imposées par les États-Unis. La France a toujours cherché une solution diplomatique, tout en maintenant, hein, je le mentionne quand même, l'ensemble des programmes humanitaires à travers notamment notre banque de développement, l'AFD. Enfin, pour terminer, je crois que c'est une opportunité, cette logique, pas seulement dans les Caraïbes aussi, hein, je parle de l'Amérique latine, cette logique transactionnelle de M. Trump nous laisse un couloir, une fenêtre de tir pour nous installer et pour que les pays des Caraïbes et de l'Amérique latine comprennent que nous sommes un partenaire beaucoup plus fiable avec qui ils pourront compter sur le temps long, même si, bien sûr, notamment dans les Caraïbes, nous n'avons pas le pouvoir unilatéral de changer les choses et d'imposer notre point de vue. Voilà tout. Merci encore et bravo à Jean-Marc pour l'organisation de cette table ronde. Voilà, merci beaucoup à tous. Vous pourrez retrouver donc sur
la chaîne YouTube, sur RFI aussi à partir de demain en podcast, un débat sur les Caraïbes. L'ambassadeur d'Haïti le sait, je suis très sensible à cette remarque qui nous est faite et qui est tout à fait légitime, de mettre plus en avant les Caraïbes encore que nous le faisons jusqu'à maintenant, donner plus de place, la place qu'elles méritent aux Caraïbes. Merci beaucoup.